Alors, c'est parti, on peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire EduRénov sur la maîtrise d'usage. Donc avec le sujet comment intégrer les usagers dans un projet de rénovation d'école. C'est un webinaire qui est organisé par EduRénov de la Banque des Territoires en partenariat avec le CEREMA, le réseau Canopé et l'ISPEB, donc le concours Cube, et avec les interventions donc, de ces trois organismes et également de ISEA, un assistant maîtrise d'usage, et un retour d'expérience concret de la communauté de communes du pays d'Uzerche. Donc, on va voir 5 interventions, donc un programme riche pour cette matinée. J'espère que vous êtes bien accrochés. Et on prendra tout de même du temps à la fin pour répondre aux questions-réponses. Donc, on va voir voilà, 5 présentations qui vont s'enchaîner. On prendra un bon quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions, pour pouvoir voilà, échanger sur ces sujets-là. Je vais commencer moi par une rapide présentation du programme et du Rénov, et ensuite on enchaînera les présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin ou alors à les poser dans le chat. On essaiera de répondre dans le chat aux questions les plus simples, mais on prendra le temps à la fin de répondre aux questions et de vous permettre aussi de les poser, si vous voulez, de prendre la parole pour poser les questions. Donc, premier élément, donc d'où venez-vous? Donc, il y a un questionnaire qui a été mis dans le chat. Il y a déjà des réponses. On a principalement des personnes qui viennent d'Île-de-France, des personnes d'Occitanie, de région centre Val-de-Loire, de Bretagne, beaucoup de personnes d'Auvergne-Rhône-Alpes également, mais globalement des personnes de toute la France. Donc, on a beaucoup de monde aujourd'hui. On est à plus de 100 participants et de personnes d'un peu partout. Donc, merci pour votre intérêt pour cet événement. Je me présente, je suis Maxime Lox. Donc, moi, je travaille sur le programme EduRénov. Je suis chargé de projet communauté EduRénov et je m'occupe notamment de l'organisation d'événements, donc des webinaires sur différents sujets et de la valorisation de projets. On valorise des projets. On a notamment sorti tout récemment un petit guide qui s'appelle Panorama de cas d'école qui fait un bilan de plein de retours d'expérience de rénovation d'école avec des éléments sur le financement, sur les bonnes pratiques, etc. Donc, on vous partagera ça aussi à la fin du webinaire. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de rénovation de bâtiments scolaires, donc rénovation des écoles. Pourquoi c'est important? En fait, le programme EduRénov, c'est un programme qui a été lancé par la Banque des Territoires il y a à peu près 2 ans pour accompagner les collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires, donc écoles, collèges, lycées, crèches, enfin tous les différents types de bâtiments scolaires. Ça part d'un constat, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles en France, il y en a environ 50 000, et on estime qu'il y en a environ 8 sur 10 qui ont besoin d'être rénovés. Donc, un grand enjeu de rénover le bâtiment. C'est souvent des bâtiments qui sont énergivores, qui font peser un poids financier important sur les collectivités. Et on estime qu'il y a environ 75% du coût d'un bâtiment qui a lieu sur son exploitation. Donc, c'est notamment les factures d'énergie. Donc, il y a un gros enjeu financier à baisser ces factures-là. Et il y a également un enjeu sur le confort. Voilà, avec les hausses des températures, les canicules, il y a un enjeu à limiter les surchauffes dans les bâtiments, notamment ceux qui accueillent des publics sensibles, donc dans les maternelles. Il y a 1,3 million d'élèves qui pourraient être exposés à des fortes chaleurs d'ici à 2030. Donc, rénovation énergétique, mais aussi amélioration du confort, notamment du confort d'été. Il y a 2 constats majeurs aussi qu'on a identifiés, c'est que ça représente un coût important de rénover une école. Pour donner une fourchette un peu large, rénover un bâtiment scolaire, c'est entre 1 000 et 3 000 euros en fonction des ambitions, de ce qu'on met dans le périmètre, etc. Donc, c'est un poids financier assez important. Et il y a également un besoin de ressources en ingénierie, voilà, en personnes pour pouvoir piloter ces projets. Et souvent, c'est un manque dans les collectivités, notamment les collectivités de petite taille, qui n'ont pas toujours les ressources en interne pour pouvoir piloter ces projets. Donc, un poids financier important et un manque de ressources humaines pour pouvoir piloter les projets. C'est un des constats qui a amené à la création du programme EduRénov. Le programme EduRénov, donc, qui a été créé par la Banque des Territoires il y a 2 ans, a été réalisé avec des nombreux partenaires, donc les ministères, des acteurs du coup techniques comme le CEREMA, le réseau Canopé,
l'ISPEB, enfin des acteurs qui sont présents aujourd'hui, mais également des acteurs privés, Vinci, etc. L'idée, c'est de rassembler un écosystème pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour finalement faciliter, c'est l'objectif, faciliter pour les collectivités le passage à l'acte pour rénover les bâtiments scolaires. Les grands chiffres du programme, c'est un objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets. Donc ça, c'est notre objectif en interne chez Durénov, d'accompagner 10 000 projets de rénovation de bâtiments scolaires avec à minimum 40% d'économie d'énergie visée. Donc c'est aligné sur les objectifs du décret tertiaire. Voilà. Donc ça, c'est les grands objectifs. Et pour atteindre ces objectifs-là, on a deux moyens qui sont mis à disposition. C'est des sous. Donc on ne peut pas faire de subvention, nous, en tant que organisme public. On peut par contre en prêter. Donc on peut prêter de l'argent pour faire des prêts, notamment avec l'EduPrêt ou le dispositif InTracting. Donc on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour prêter aux collectivités pour financer les projets et également une poche de 50 millions qui sont prévus pour financer des études d'ingénierie pour structurer les projets avant le passage à l'acte. On en parlera tout à l'heure, mais les ingénieries qu'on finance, notamment l'assistance à maîtrise d'usage, fait partie de cette poche de 50 millions pour aider les projets à se structurer. Un autre point, c'est qu'on a réalisé avec le CEREMA et le CSTB une charte de la rénovation des bâtiments scolaires. C'est en fait un mini référentiel qui propose un peu les actions clés à réaliser pour faire une rénovation globale sans oublier de trop d'éléments. Donc, ça peut être un bon élément si vous êtes au début de votre projet de rénovation d'avoir cette charte dans les mains pour voir les différents sujets à identifier, notamment le rôle de la collectivité, la connaissance du bâti, l'amélioration de la performance énergétique, l'adaptation des bâtiments au changement climatique, euh, le confort et garantir la qualité d'usage. Donc ça, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, mais c'est une des dimensions de la charte qu'on a rédigée sur le bâtiment scolaire. Voilà, un point peut-être, c'est qu'on a proposé un peu un fil d'action pour les collectivités qui se lancent dans un projet. On a identifié trois grandes parties, notamment tout ce qui est au début pour structurer son projet. Donc, on a fait un centre de ressources avec différents guides, des fiches pratiques, donc notamment le petit livret là. On a des vidéos sur YouTube aussi qui présentent les projets. Donc, c'est les ressources à disposition pour pouvoir un peu se poser les bonnes questions, structurer son projet. Ensuite, l'ingénierie. Et enfin, le financement. Donc, c'est les trois blocs principaux du programme EduRénov qui peut vous apporter des accompagnements à différents éléments en fonction de où vous en êtes dans votre projet. Sur la partie spécifiquement de l'ingénierie. Donc, on a lancé un accord cadre pour recruter des bureaux d'études pour pouvoir réaliser des études d'ingénierie sur différentes typologies de missions pour pouvoir voilà, vous aider, vous en tant que collectivité, à structurer votre projet et passer à l'acte. Et elles sont identifiées ici. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a différents éléments, que ce soit de l'audit énergétique, de l'audit fonctionnel, mais également, alors j'ai mis en gras celles qui concernent plus particulièrement les missions relatives à l'assistance à maîtrise d'usage. Donc, sur les phases amont, on a une mise en place d'une démarche de concertation en phase programmation. Sur la partie conception de travaux, on peut financer une étude sur la co-construction avec la communauté éducative du programme en phase APS et APD. Et en exploitation, on peut vous aider sur l'appropriation des bâtiments par les usagers. Donc voilà, donc ça, c'est les différentes études qui sont identifiées. On a aussi lancé tout récemment de nouvelles études sur la partie financement. Donc on peut vous aider à structurer des plans de financement. Pour pouvoir bénéficier de ces études-là, il faut juste que votre collectivité soit enregistrée dans le programme EduRénov, c'est gratuit, et envoyer un mail à ma collègue Philippine Soupiro qui pourra traiter cette demande. Voilà, donc si vous avez un besoin en études d'ingénierie, n'hésitez pas, faites un mail à Philippine pour expliquer votre besoin et nous dire si vous souhaitez pouvoir profiter d'une étude d'ingénierie. C'est gratuit. Euh, Autre question avant de passer la main, parce que je pense que j'étais déjà un peu trop long, mais je vais juste lancer un questionnaire pour pouvoir vous demander où vous en êtes dans votre projet de rénovation, si vous êtes plutôt en phase amont,
si vous êtes déjà bien avancé ou alors si vous êtes plutôt à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, ça permettra aux intervenants de mieux saisir aussi vos besoins pour pouvoir peut-être un peu adapter leur présentation. Je laisse tourner le questionnaire, n'hésitez pas à répondre. Et on passe donc à la présentation. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions. Donc, comment intégrer les usagers dans un projet de rénovation d'école? Avec deux questions principales. Donc, comment prendre en compte les besoins et attentes lors de la programmation et de la conception? Et ensuite, comment permettre la bonne prise en main du bâtiment rénové par les utilisateurs? Et je passe tout de suite la main à Emmanuel Colletter, chef de projet qualité d'usage des bâtiments au CEREMA. Merci Emmanuel. Merci. Merci Maxime, bonjour à tous. Vous me dites si vous m'entendez mal, bien sûr. Alors, pour commencer sur ce sujet, on va commencer par la question basique. C'est pourquoi s'intéresser aux usages quand on rénove une école? C'est une introduction qui va nous permettre de mieux comprendre et d'appréhender ce sujet. Juste, oui, tu peux changer, Maxime, de diapo. Juste pour vous présenter, donc moi, je travaille au CEREMA à Lyon pour, dans une direction territoriale, pardon, une direction technique territoire et ville. Pour vous situer le CEREMA très rapidement, le CEREMA, c'est un établissement public qui œuvre, qui est complètement au service des collectivités, qui les accompagne à tous les niveaux en termes d'accompagnement, direct, mais aussi on les aide, on les conseille et puis quand on a, mené quelques projets avec les collectivités, des projets parfois innovants et ben, on capitalise ces projets pour que ça serve à d'autres collectivités et que ça essaime un peu, pour, les aider dans l'ensemble de leur démarche. Alors notre horizon, c'est la transition écologique. Le CEREMA a une approche interdisciplinaire et puis, comme je vous le disais, hein, on aide en termes de connaissances, de méthodes, d'appui au territoire. Puis on a, des labos de recherche aussi. Voilà. Alors pourquoi le CEREMA s'est intéressé aux écoles? Eh bien, c'est un objet un peu privilégié au CEREMA, sur lequel on travaille depuis longtemps. On travaille sur l'ensemble, de la thématique école, hein, les abords, le bâtiment, la qualité de l'air, les stratégies patrimoniales, les économies d'énergie, l'accessibilité. Mais revenons à notre sujet usage. Qu'est-ce que la qualité d'usage d'un bâtiment? Alors vous voyez sur le petit schéma à gauche là, dans le triangle, il y a le bâtiment et à la croisée de, ce bâtiment, on a un ensemble d'acteurs. C'est évident, ça tombe sous le sens. Le bâtiment, chaque bâtiment, a des fonctions, une fonctionnalité attendue, des services rendus. Pour les écoles, on sait tous de quoi il s'agit. Et puis, il y a des espaces au sein de ce bâtiment, qui sont occupés justement, par, ces acteurs. Alors quand on parle de qualité d'usage, quand on s'intéresse aux usages dans les bâtiments, c'est d'abord s'intéresser, à l'humain. Comment l'ensemble des usagers ou des utilisateurs, interagissent avec le bâtiment et comment leurs besoins sont pris en compte dans la construction ou la rénovation ici en l'occurrence. Alors je vous ai mis quelques petits exemples. Par exemple, en rénovation, il est important d'analyser le fonctionnement du bâtiment, de repérer éventuellement des conflits d'usage, d'avoir un regard particulier sur les flux aussi, sur, la succession d'usages, la temporalité. Toutes ces questions-là sont à poser quand on s'intéresse à l'usage. Et puis il faut en faire un bilan, bien sûr, de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne moins avec les utilisateurs. La rénovation d'une école aussi, c'est, des exemples en photo là qu'on vous a mis. Vous voyez une rénovation avec des alcôves spécifiques pour que, les enfants puissent, se retrouver en petit comité ou dans un couloir là, dans la photo sur la photo à droite, vous voyez une école qui a été réaménagée, qui avait des couloirs assez larges pour y mettre des structures un petit peu sportives pour que, les enfants puissent les utiliser autrement que par un passage, intérieur. On peut changer? Alors, là, j'ai pas le enfin oui. Pourquoi est-ce important de prendre les usages dans le bâtiment? Je continue. Hem, alors, sur, sur la question basique, pourquoi est-ce important de prendre les usages en compte l'usage, dans les bâtiments? On
C'est un peu l'image de, je chauffe ma salle de classe, j'ai trop chaud, je suis institutrice, j'ai trop chaud, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fenêtre. Vous voyez bien que ça va dysfonctionner à un moment parce que, c'est pas forcément, ce qu'on attend, d'une école en termes d'économie, que d'ouvrir la fenêtre alors que le chauffage fonctionne. Donc si le bâtiment est conçu sans prise en compte, des usages, on constate un certain nombre de dysfonctionnements, de l'inconfort d'abord, trop chaud, trop froid, une baisse de la performance, de ce bâtiment. Forcément, cela aura une répercussion sur les coûts financiers, peut-être des dégradations qui seront observées, un besoin de reprendre des travaux, après la livraison du bâtiment une fois rénové ou alors des espaces qui ne seront pas du tout appropriés. On a des exemples, hein, on a pas mal d'exemples. C'est un collège haute performance énergétique entièrement automatisé qui est, bien appréhendé pour le technicien au moment de la rénovation qui était là au moment des travaux. Mais s'il y a un changement de personnel, ben, le technicien d'après ne sait plus comment, s'en servir. C'est complexe et cela entraîne une surconsommation ou un inconfort. Voilà, donc c'est pareil pour l'air insuffisant ou le renouvellement de l'air qui n'est pas, qui n'est pas bon. Les usages dans une école, alors le b.a.-ba, c'est essentiel de, la première chose à faire en fait, hein, c'est de recenser les différents acteurs. Qui sont-ils ces différents acteurs? Par exemple, à l'échelle d'un bâtiment école, ce sont les propriétaires des locaux, les gestionnaires techniques, les exploitants. Ça peut être aussi l'ensemble des utilisateurs qui sont concernés. Et on réalise que, quand on recense, ces différents acteurs, quand on les questionne et quand on commence à regarder, à questionner leurs besoins et ben, on se rend compte qu'ils sont très différents, mais que heureusement, ils se combinent, ils s'accordent, heu et que, ils sont interdépendants. L'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces acteurs et de connaître au préalable l'ensemble de ces besoins. Et puis quand on entend aussi, acteurs au sein des écoles, il faut bien repérer les différents acteurs qui sont, ceux du périscolaire, des centres de loisirs, enfin faut vraiment avoir, un regard un peu élargi. On peut tourner si tu veux, Maxime, diapo Oui, suivante. Voilà, pardon. prendre en compte les usages, je termine rapidement. Cela demande de la méthode, on va y revenir avec les présentations suivantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand la prise en compte des acteurs est élevée, alors leur implication, leur participation, alors les usagers, les utilisateurs vont mieux s'approprier le projet et faire du bâtiment le leur. Alors l'implication et la participation a été théorisée, vous le voyez à l'écran là, c'est l'échelle, d'Einstein. C'est l'échelle de la participation avec différentes phases. Le minimum, hein, c'est l'information. Le maximum, c'est vraiment une implication et un partage, du pouvoir de décision avec ces acteurs. Tout ça s'organise, c'est l'affaire de choix aussi, qui reviennent à la maîtrise d'ouvrage. Mais voilà, le principal message, c'est ça, hein, plus on implique les acteurs, plus ils seront, impliqués, enfin plus mieux ils se sentiront dans le bâtiment, ils comprendront leur bâtiment et c'est hyper important, notamment quand on parle de rénovation. Merci. Pour finir, cette dernière diapositive, bah, vous montre comment, on a pu prendre en compte, impliquer les usagers et co-construire avec un projet de rénovation de cours d'école. Là, vous voyez sur les photos que, la méthode du début à la fin du projet, et ben, a été appliquée. Alors ça, c'est possible pour, n'importe quel projet, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa durée. Heu, L'implication des usagers, c'est un exemple qui fonctionne bien, hein, dans tous les projets. On les fait participer au recueil de besoins. On prend le temps d'avoir des échanges directs avec eux. Vous voyez en salle de classe sur la photo, on formalise ces échanges. Vous le voyez aussi là sur la photo, c'est l'exemple du plan de fonctionnement avec différentes couleurs pour les différents usages, la prise en compte des flux, le repère de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Enfin, il y a il y a plein de possibilités pour prendre en compte l'usage et pour en rendre compte. La mesure est quelque chose d'important aussi, objectiver ce qui se passe, ce qui est dit et de rendre compte de tout cela aux usagers. Je vais laisser la parole à l'intervenant suivant puisque
dans une école, on y pense tous, ce qu'il y a aussi de primordial, c'est l'apprentissage et donc également la pédagogie qui entre en jeu. Je laisse la parole donc à Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc Pascal Laval, directeur de 2 ateliers dans le 45 et le 28, atelier Réseau Canopé. Alors en 2 mots, Réseau Canopé, sur la diapo suivante, c'est un opérateur public de l'éducation nationale. On est présent au niveau national, bien sûr, sur nos plateformes et présent dans chaque département avec un atelier. Notre mission première, c'est la formation des enseignants. Mais on a aussi pour mission d'intervenir sur tous les acteurs de l'éducation et c'est ainsi qu'on propose nos services aux collectivités pour former notamment ou accompagner les ATSEM, les animateurs, les éducateurs ou les prises de décision en termes d'éducation pour une collectivité. On intervient sur des champs thématiques, non, je n'ai pas tout à fait terminé, sur des thématiques transversales je ne vais pas toutes les citer, mais ça va du numérique éducatif, éducation aux médias, à l'information, la coéducation, et puis j'en citerai 2 qui vont en lien direct avec ce que je vais vous présenter, l'éducation à la transition écologique et sociale, et puis les pratiques pédagogiques innovantes. Voilà, vous voyez, ce sont des champs plutôt transversaux. On est partenaire de la Banque des territoires et du programme EduRénov et on expérimente en Centre Val-de-Loire cette année un accompagnement à la maîtrise d'usage pédagogique au sein de 10 écoles. Et c'est en cours, on le fait à l'échelle régionale. Alors, l'assistance à maîtrise pédagogique. Pourquoi parce qu'on ne rénove pas une école comme on rénove tout autre bâtiment public, comme un gymnase par exemple, qu'on va fermer pendant 3 mois ou 6 mois, et puis rendez-vous quand les travaux seront terminés. Donc déjà, une école, ça ne fonctionne pas comme ça. On a un peu le temps des vacances, mais surtout, on a aussi divers acteurs dans une école. On a des élèves qui ont des parents, on a des enseignants qui dépendent de l'éducation nationale, on a des agents de la collectivité qui y travaillent, on a des élus qui sont en responsabilité. Et donc, tout ça fait qu'il faut, ça justifie ce que disait Emmanuel aussi tout à l'heure, c'est de concerter, de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et nous, il y a effectivement un acteur qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est notre public cible, ce sont les enseignants, et c'est de revenir sur l'AMU, donc l'assistance à maîtrise d'usage, mais pédagogique. L'idée, c'est d'accompagner les enseignants et l'ensemble des acteurs à convertir une rénovation en cours ou à venir en une opportunité pédagogique. C'est-à-dire, il s'agit de mettre en relation les lieux. Alors, on va parler aussi bien des lieux à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur. On en parlera à la fin sur la cour. De mettre en relation ces lieux avec des considérations pédagogiques. Considération pédagogique, concrètement, ça veut dire que c'est l'occasion, 2 axes, de se poser la question de ce que l'on appelle la forme scolaire. Est-ce qu'on veut tester de nouvelles pratiques pédagogiques, que sais-je, hein, la pratique de projet bien Fab Lab, la pratique de la classe flexible, de la classe inversée, enfin des choses voilà, très pédagogiques. Est-ce qu'on veut faire l'expérience de la classe dehors en utilisant l'espace extérieur, la cour? Voilà, donc c'est vraiment la question de l'usage pédagogique, puisque c'est le métier premier et la mission première de ce bâtiment. Ça va être aussi l'occasion de se poser, mais les intervenants suivants en parleront un peu mieux que moi, un peu plus que moi, de se poser la question de faire de ce projet de rénovation un support pédagogique. Et on accompagne aussi ça et on voit que ça a tout son sens. Et un exemple que je donnais encore récemment, quand une école en rénovation décide de changer son mode de chauffage et de remplacer la chaudière gaz ou fioul par de la géothermie et fait des trous dans la cour ou derrière l'école, aller expliquer à des élèves d'élémentaire que ces fameux trous dans la terre vont permettre bientôt de chauffer l'école, c'est quand même quelque chose qui s'accompagne et qui est de l'ordre de la pédagogie. Donc, pour bien faire, pour accompagner cet usage pédagogique, le but, mais c'est ce que disait Emmanuel, c'est d'associer l'ensemble des acteurs, donc les élèves, le personnel éducatif, technique, etc. C'est d'observer, de comprendre avec la communauté éducative. Et pour nous, vraiment, ce qui va être important, ça va être de réfléchir à chacun des espaces
mais vraiment de le réfléchir sous l'angle de mon métier, c'est l'apprentissage avec mes élèves, c'est la pédagogie. Comment je réfléchis, je pense ce bâtiment pour demain travailler cette question pédagogique et qui peut aller assez loin, y compris en lien avec les différents programmes. Alors, diapo suivante. Pour cela, on va travailler avec des outils. Un outil qu'on favorise dans ce cas-là, c'est la démarche Archiclass avec sur le plateau de jeu que vous voyez là, qui est le Archilab. Alors, ce n'est pas de l'architecture, c'est un temps d'intelligence collective. Dans l'échelle que montrait Emmanuel tout à l'heure, on est effectivement alors pas tout à la fin, mais presque, sur un temps d'intelligence collective et de co-construction. L'idée, c'est de faire des ateliers de prototypage, d'imaginer des scénarios d'aménagement, de réfléchir dans le cadre de ces scénarios d'aménagement sur des mobiliers ou des espaces aussi bien intérieurs qu'extérieurs, et de définir un besoin purement professionnel pour les enseignants avec leurs élèves. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet exercice-là, le but, ça ne sera surtout pas de s'attarder, parce que c'est pas que ce soit pas important, mais c'est pas notre rôle, de s'attarder sur le nombre de places de stationnement, le nombre de toilettes, la taille de la salle des maîtres, etc. Parce que ça, il y a les professionnels, l'architecte notamment, pour faire ce travail-là. Mais nous, en amont de ça, on va faire réfléchir à quel est l'usage pédagogique de ce futur bâtiment et, dans la mesure du possible, jusqu'où je peux monter le curseur pour demain permettre une pratique pédagogique qui aujourd'hui est soit pas possible, soit difficile. Et ce qui permet aussi de s'approprier le bâtiment, d'en faire un réel outil et puis de travailler mieux dans son quotidien, donc favoriser le bien-être à la fois des enseignants et à la fois des élèves à venir. Alors, un petit exemple pour terminer. Sur la dernière diapo, on a tiré le fil de la cour d'école, donc prenons une cour d'école, voilà, c'est une école qui existe dans le Loiret. Vous voyez les différents axes. Bien sûr, comme ça, on pourrait dire, oui, bon, c'est assez classique. En fait, le travail que l'on a mené avec cette école pour arriver à définir ces espaces, je dirais que le sujet pour nous, ça a été faire classe dehors. C'est-à-dire comment penser le projet en termes de pédagogie innovante, je veux faire classe dehors. Donc, je profite des travaux de rénovation et de reconfiguration de cet espace pour imaginer demain la possibilité d'utiliser cet espace, bien sûr toujours comme un espace récréatif, ça reste la cour d'école, éventuellement comme un espace d'éducation et de développement durable, ce qui est assez classique, et je ne dénigre pas du tout, mais assez classique sur un jardin aromatique, un potager, etc. Mais c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de le penser comme un nouvel espace d'apprentissage, avec ses règles de fonctionnement, avec les liens avec le programme, avec la possibilité, bien sûr, de faire l'éducation et le développement durable, mais aussi de faire des maths ou du français, et puis de s'inscrire dans la durée avec ce nouvel espace d'apprentissage. Donc voilà, pour pas être trop long, l'idée, c'est vraiment, nous, si on vient accompagner, c'est de réunir tous les acteurs, mais de faire un focus très fort sur la pédagogie et l'usage pédagogique du futur bâtiment, aussi intérieur qu'extérieur. Merci beaucoup, Pascal Laval. Effectivement, comme vous l'aviez dit dans la préparation de cet événement, il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves dans les écoles. Et donc, c'est un enjeu pédagogique assez fort. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la prochaine présentation. Donc, Sandra Depater, Bonjour. chef de projet Cube École à l'IFPEB. Bonjour, donc effectivement, moi je suis Sandra Depater, chef de projet Cube École à l'IFPEB. Et dans le prolongement de ce que viennent d'expliquer Emmanuel et Pascal, donc on a vu qu'il était effectivement indispensable de prendre en compte les usages d'un bâtiment si on veut l'optimiser d'un point de vue technique, si on veut optimiser son utilisation, tout en voulant garantir le confort des occupants, et plus particulièrement dans les écoles, puisque bah, les écoles, ce sont des enfants, donc un public sensible, mais pas que, il y a également des enseignants. Et notamment,
c'est important de prendre en compte aussi le rôle symbolique de l'école et l'exemplarité de l'école et des pratiques qu'elle va permettre de diffuser jusque dans les familles, dans les maisons. Donc, on espère, via le programme Cube École, toucher les enfants, les enseignants, mais également les familles. Et donc, on a aussi compris l'importance d'associer les élèves, le personnel éducatif et tous les usagers du bâtiment de l'école au plan de sobriété qui peut être mis en place suite à une rénovation ou en amont d'une rénovation, parce qu'un plan de sobriété, on peut également le mettre en amont et en aval. Et donc, nous, ce qu'on propose, pour répondre, en fait, on a une réponse opérationnelle à cet enjeu, qui est le programme Cube École, qui est une réponse opérationnelle, un outil, c'est vraiment un outil, une méthodologie qui est ludique, elle est technique et pédagogique, parce qu'elle va faire le lien entre les deux dimensions, la dimension du bâti et la dimension pédagogique, pour mettre la sobriété, en fait, au cœur des préoccupations des équipes techniques, des équipes de l'école pédagogique et des enfants. Donc en fait, c'est donc un concours d'économie d'énergie, des économies d'énergie qui vont être réalisées via l'optimisation des réglages et via des changements d'usage, des éco-gestes hors travaux. Donc l'objectif, justement, c'est de faire ça sans avoir un budget travaux dédié. Et donc, c'est de travailler sur des optimisations et des changements d'usage. Donc, nous sommes 3 pilotes à copiloter ce projet. Donc, l'IFPEB, l'Institut français de la performance du bâtiment, dont je fais partie. Et donc, Cubécole est une des ligues du championnat d'économie d'énergie, parce qu'on a ces programmes sur aussi d'autres bâtiments que les bâtiments des écoles. Mais le programme Acte Cubécole a vraiment un programme spécifique, parce qu'il est particulièrement pédagogique, parce qu'on va donner des outils aux enseignants pour enseigner la sobriété dans le cadre des compétences que les enfants doivent acquérir. Donc, on pilote ce projet avec Cubécole, donc avec le CEREMA, dont vous venez de voir Emmanuel, une des représentantes, qui va être notre bras armé opérationnel, qui va faire l'accompagnement et technique et pédagogique sur le terrain dans les écoles. Et ce programme est financé à plus de 85% par les C2E via les programmes actés. Donc voilà, on est trois pilotes. Et donc, c'est un programme qui se passe en 2 ans, avec 1 an de concours d'économie d'énergie. Donc toujours hors travaux, pour répondre aux enjeux réglementaires des décrets tertiaires, financiers, pour pas effectivement avoir des dépenses énergétiques supplémentaires et humains. Le côté humain, c'est pour favoriser le lien et le dialogue sur la sobriété entre tous les acteurs. Donc il y a une première année de concours, on va suivre vos économies d'énergie, on va suivre vos consommations d'énergie et en déduire des économies d'énergie. Donc ça va vous permettre de vous lancer dans une démarche de sobriété. Vous êtes accompagné sur 1 an sur le terrain pendant 1 an. On vous aide à mettre en place tout ça, et d'un point de vue technique et d'un point de vue pédagogique. Donc, on donne des outils, des méthodologies aux enseignants, des ressources pédagogiques. Et après, la 2e année, on considère que vous avez tous les outils en main pour être autonome sur les plans de sobriété enfin, sur l'accompagnement des plans de sobriété. Et par contre, on continue à vous mettre à disposition un suivi de vos consommations pour voir si en 2e année, vous avez réussi à améliorer, à ancrer ces bonnes pratiques, et éventuellement, on vous permet encore de suivre 1 an vos performances. Donc, Cube École. Donc, on a vu l'importance en fait d'associer les élèves, les équipes, lorsqu'on a un projet de rénovation. Et surtout, le projet de rénovation peut effectivement, comme l'a dit Pascal, être en fait faire partie d'une démarche pédagogique. L'enseignement du développement durable et donc de la sobriété énergétique fait partie du programme scolaire. Donc, c'est là-dessus que nous on va travailler. Cube École propose des outils, des méthodologies et des ressources pédagogiques pour donner aux enseignants les moyens d'apprendre toutes ces notions-là aux élèves de la maternelle, de la petite section au CM2. Donc, toutes les ressources sont adaptées à chaque cycle d'éducation. Donc, les enseignants ont des catalogues dans lesquels ils vont pouvoir chercher des ressources, et ils sont accompagnés sur le terrain par le CEREMA pour mettre en place des plans d'action pédagogiques. Et en fait, Cube École s'accompagne. En fait, c'est un programme qui est utile et qui a de l'intérêt en amont et en aval d'une rénovation. En amont, en fait, comme le CEREMA va aller sur le terrain, faire des prédiagnostics dans les écoles et discuter avec les utilisateurs et remettre un petit peu tout le monde autour de la table, ça va permettre de mieux connaître les usages, les occupants, et en fait peut-être de mieux cibler les travaux et de mieux comprendre quels travaux il faut mettre en place. Et en aval, en fait, ça va aider à la prise en main du bâtiment, parce que c'est pareil, on va faire des prédiagnostics pendant lesquels on va pouvoir associer aussi les enfants et le personnel enseignant. Donc, ça va permettre d'accompagner et l'appropriation technique du bâtiment par les équipes techniques qui sont associées à des démarches de pré-diagnostic, mais également, ça va permettre de mettre en place des nouveaux usages avec les enfants, avec les enseignants. Ça va permettre de les mobiliser, les enfants, les enseignants, pour les rendre acteurs et prendre en main leur nouveau bâtiment.
Et en fait, voilà. Et justement, une fois que les enfants ont pris en main leur nouveau bâtiment, ça va permettre aussi de leur donner, des éduquer sur des nouveaux gestes ou des éco-gestes, et ça va permettre qu'ils en parlent à la maison, qu'ils ramènent toutes ces bonnes pratiques à la maison. Donc en fait, voilà, Cube École, c'est différent, c'est par différents moyens, permet de faire le lien entre la technique et les usages, entre la technique et l'humain, pardon, pour allier, ben, on parle effectivement de performance d'un bâtiment parce que ça, il faut pas l'oublier, mais tout en conservant et même parfois en augmentant le bien-être, dans les écoles. Donc il y a plein de notions, différentes. Donc c'est vraiment recréer un dialogue autour de la sobriété énergétique. Donc en mettant en lien les équipes des écoles, les agents techniques, la collectivité, on réinstaure le dialogue autour de ces problématiques qui sont parfois un peu, qui peuvent être un peu parfois dans le conflit entre les écoles et la collectivité qui se parlent pas toujours. C'est un peu entre un propriétaire et un locataire, on va dire. Les enseignants sont les locataires et avec les enfants du bâtiment, et le propriétaire, la collectivité. Bah, quand parfois le dialogue est un peu difficile, on remet un peu le lien dedans, on en apprend à se parler, on va expliquer comment bien comprendre son bâtiment, comment il fonctionne, et on l'apprend, on en rediscute avec les équipes techniques et les équipes pédagogiques et les élèves. On va optimiser et les réglages techniques, tout en prenant compte du confort des occupants. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête. C'est pas on coupe le chauffage pour faire des économies d'énergie, c'est on adapte la température aux usages, au confort, tout en essayant de faire des économies d'énergie. Donc les deux dimensions, on travaille main dans la main, et on permet aussi d'adopter des pratiques vertueuses, des usages sobres et des éco-gestes à l'école. Mais on a des outils aussi qui sont fournis dans le cadre du programme pour les ramener aussi à la maison et pour que les discussions soient suscitées aussi à la maison. Donc, on est dans le cadre d'un plan de rénovation dans l'école, mais on veut aussi diffuser tout ça à l'extérieur. Et en fait, on a des résultats qui sont concrets. Sur la saison dernière de Cube École, en gros, en moyenne, c'est 13,8% d'économie d'énergie, c'est 15% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en gros, ça correspond à 452 tonnes équivalent CO2 économisées, et environ, donc c'est un chiffre, là, ça a été chiffré avec les tarifs de l'époque et c'est d'estimation à 250 000 euros hors taxes économisées, et tout ça, c'est sans faire de travaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de budget travaux derrière ça, il y a un coût d'entrée dans le programme qui est de 950 euros hors taxes par école, mais donc c'est 13,8% d'économie, et si on rajoute la première saison de Cube École, c'est 15% d'économie en moyenne, uniquement en faisant de l'optimisation et en travaillant sur des usages. Donc c'est très efficace et c'est fou de voir à quel point ça fonctionne. Donc c'est très bien en amont et en aval d'un projet de rénovation, ça s'inscrit parfaitement. Ah, tu peux encore appuyer, c'est une animation. Il manque une partie de la slide, Ah, Maxime. c'est bon. Merci. Et alors ça, c'est un des exemples qui montre à quel point on peut mettre ensemble tous les participants. Donc le diagnostic en marchant, c'est une étape un peu cruciale de cette démarche d'économie d'énergie. C'est-à-dire que le CEREMA va organiser un pré-diagnostic dans un bâtiment pilote avec les équipes techniques et les écoles, les équipes enseignantes et les élèves peuvent s'y joindre. Donc on va se balader dans l'école avec une grille, notamment là vous voyez un peu une grille de pré-diagnostic de la chaufferie, avec donc des questions techniques pour bien comprendre comment fonctionne la chaufferie et éventuellement trouver des dysfonctionnements ou des choses à améliorer, certains réglages. On peut être accompagné, là vous le voyez sur la photo, la visite de chaufferie par exemple des enfants, ou là dans une autre classe, dans une autre salle, c'est avec les instituteurs, on regarde l'éclairage d'une salle par exemple. Donc il y a cette dimension technique où on fait ce pré-diagnostic avec les adultes et les enfants. Et on a également un outil qui est le guide de l'éco-enquêteur en classe. Donc on va faire cette même démarche mais avec les enfants. Donc, ils vont avoir leur petit guide, ils vont aller se promener dans leur école, dans toutes les parties de l'école, pour aller faire également, eux, leur diagnostic, s'intéresser aux sources d'énergie, à qu'est-ce qui consomme de l'énergie, comment ça fonctionne, comment c'est ventilé. Et donc, eux aussi peuvent prendre en main toute cette démarche. Donc, on les associe, on leur donne les outils pour prendre en main leur bâtiment, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Les visites de chaufferie, les enfants adorent. En fait, ça paraît technique, mais ils adorent comprendre comment ça fonctionne. Et ils sont très fiers, après, de pouvoir expliquer aux parents de rentrer dans cette salle qui est un petit peu secrète. Donc en fait, c'est vraiment, on est sur des démarches d'intelligence collective. Le CEREMA travaille beaucoup sur l'intelligence collective, sur la sociologie, donc on travaille vraiment sur l'humain. On peut prendre des mesures ou pas, donc on s'adapte en fonction des besoins et des envies des écoles, des établissements, de comment les enseignants veulent prendre en main le programme. Ça permet de bien s'approprier les équipements et pour les enfants et les enseignants, mais également pour l'équipe technique. Et ça met aussi au cœur, ça met au centre
montre aussi les acteurs de la maintenance, on n'en parle pas forcément du travail qu'ils font. Et là, ça permet de les mettre dans l'école, de les montrer aux élèves, de discuter, d'expliquer un petit peu leur travail. Donc il y a une certaine aussi reconnaissance de ce travail qui est parfois méconnu. Et ça permet de suivre ses économies, ses consommations d'énergie, de prendre conscience qu'il y a de l'énergie qui est consommée dans son bâtiment. Et on donne effectivement beaucoup d'idées pour réduire cette consommation d'énergie. Et c'est en se promenant dans le bâtiment tous ensemble que ces idées viennent aussi. Donc voilà, donc CubeÉcole, c'est quand même un programme qui est très concret, très pratique et qui relie les enfants, les équipes pédagogiques, les équipes techniques. Et donc, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre à partir de septembre 2025. Donc, pour participer au concours qui commence en septembre, les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de vous lancer, que vous soyez en amont ou en aval d'un projet de rénovation de vos écoles. On a des outils à vous apporter. Merci beaucoup Sandra. Donc voilà, donc 3 présentations pour vous donner des ressources pour lancer l'implication des utilisateurs, des élèves, donc un concours, le concours CubeÉcole. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, mais on est quand même à peu près dans les clous. On va passer maintenant à la présentation de Dorian Lidvin, donc qui est assistant à maîtrise d'usage du cabinet ISEA. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je viens ici, tu peux passer peut-être la prochaine slide, Maxime, merci. Je fais partie d'un groupement de prestataires spécialisés en AMU, et donc que je représente ici aujourd'hui, qui a été mandaté par la Banque du Territoire pour réaliser des missions d'accompagnement de type AMU auprès des collectivités qui sont dans le programme EduRénov, donc Atelier Popcorn, la Capitainerie, Territoire Éducatif et moi-même ISEA. Slide suivant, s'il te plaît, Maxime. Voilà, donc je voulais juste revenir sur un point qui est que, et vous l'avez bien vu, et c'est important juste de le ressouligner rapidement, c'est que l'AMU ou les démarches, on va dire participatives, comme elles ont pu être exposées par les divers intervenants, c'est des démarches qui touchent à 2 aspects. L'aspect plus technique, au sens large. Donc, moi, je mets les usages là-dedans pour dire que c'est l'interaction, on va dire, usager-bâtiment, au sens large. Et il y a l'aspect humain aussi, des usagers et de toutes les parties concernées. On a bien vu que ce n'est pas que les usagers finaux qui sont concernés, c'est également les utilisateurs, les agents techniques et des élus, et il peut y avoir des riverains, des parents d'élèves, voilà. Donc beaucoup d'acteurs. Et donc là, on parle de l'aspect plutôt social et humain, avec des questions d'implication, d'appropriation, d'autonomie aussi. Comment on vit ensemble, comment on prend des décisions ensemble, comment on s'exprime en collectif. Et en fait, ces 2 aspects-là, ces 2 dimensions interagissent et s'auto-alimentent. C'est important de comprendre que dans les démarches d'AMU, on ne fait pas de l'humain juste pour le plaisir ou pour simplement de l'acceptabilité sociale. On fait de l'humain parce qu'on travaille avec l'humain aussi parce que l'humain est au cœur du bâtiment, évidemment, et qu'en plus, ça permet aussi de soutenir, comme ça a été dit auparavant, les aspects plus techniques de sobriété ou de confort ressenti ou d'évolutivité, de mutualisation des espaces. Les 2 s'auto-alimentent. Donc, j'essaie de compléter un peu ce qui a été dit en vous présentant un exemple, par exemple, de mission d'AMU. Vous avez vu avec le dispositif CubeÉcole, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Donc, des missions d'AMU peuvent venir compléter ce type de dispositif. L'un et l'autre peuvent se compléter d'ailleurs. Ça peuvent s'articuler. Là, je vous donne un exemple de mission complète qui, en partie, peut être pris en charge dans le cas, par exemple, de CubeÉcole ou d'autres dispositifs, comme l'a pu le présenter aussi Pascal. Alors, par exemple, donc l'AMU peut venir et pour qu'elle soit efficace, c'est ce qu'on vraiment on défend comme idée, c'est que l'AMU, pour avoir vraiment une efficacité, doit pouvoir commencer tôt dans le projet et avoir des points d'action à toutes les grandes étapes du projet avec un certain suivi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 50 actions. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut faire des actions suivies tout au long du projet parce que chaque action, à chaque étape, phase de projet, a une fonction. Et par exemple, en commençant, évidemment, si possible, voire en pré-programmation, on voit beaucoup parmi vos réponses, on voit beaucoup de personnes qui sont là, qui disent qu'ils sont au début de la réflexion de leur projet de rénovation, là, aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, justement, que vous puissiez intégrer ça dans votre réflexion amont. Et ensuite, commencer, évidemment, en programmation à minima pour, par exemple, faire un diagnostic d'usage et de besoins avec les divers usagers. Tous les usagers et parties concernées également peuvent être impliqués dans ce diag. Un diag qui est en co-construction, évidemment, puisqu'on ne parle pas simplement de recueillir les besoins sous forme de questionnaire, par exemple,
ou sous forme d'entretien, on parle aussi de faire des moments collectifs où on parle des besoins et on commence déjà à faire des arbitrages autour des besoins. On parle de compromis aussi. On amène les personnes aussi à comprendre qu'on n'est pas simplement là en train de faire une liste à l'après-vert ou la liste du Père Noël des besoins ou des usages, mais on est là aussi pour comprendre comment on vit en collectif et donc comment on peut, par moment, on va devoir faire des compromis parce que moi, mon besoin peut se retrouver en contradiction avec celui d'à côté. Donc, ça, c'est important. Après, en phase concours, on continue par exemple avec une analyse des esquisses. L'AMU peut être là pour faire intervenir par exemple des usagers dans le code tech, dans le comité technique, voire dans le jury de sélection, si c'est de concours, pardon. Si c'est une sélection de maîtrise d'œuvre, c'est un peu plus simple, évidemment. On peut aussi être là, continuer en conception avec des ateliers de co-conception aux côtés du maître d'œuvre. Tous à divers endroits, on doit et peut impliquer les enfants, évidemment. Après, il y a tout un travail qui se fait, notamment, alors quand on est en rénovation, évidemment, des fois, quand c'est une rénovation purement énergétique, il n'y a pas d'aspect fonctionnel, il n'y a pas forcément une grosse partie d'architecture. Donc, à ce moment-là, il y a toute une étape importante, c'est autour de la préparation du chantier, pour réduire les gênes, pour parler de réallocation des personnes, pour essayer de faire en sorte, justement, d'utiliser le chantier comme un moment aussi pédagogique, évidemment, un moment d'appropriation, un moment de discours et de croisement des regards entre les experts qui sont là sur le projet et les utilisateurs du bâtiment. On peut aussi mettre en place, co-construire par exemple un guide de l'usager. Nous, on propose de le co-construire avec les usagers parce que surtout dans une école ou dans un établissement scolaire, il y a une émulation qui peut être forte pour construire ce guide de l'usager qui va aider non seulement à passer le guide à d'autres personnes qui n'ont pas participé à la démarche, mais aussi aux futurs usagers pour créer une continuité. Et ce guide de l'usager peut être, bien sûr, doit avoir un dialogue simple, être visuel, être approprié par beaucoup de personnes. Ensuite, en phase d'exploitation, il y a tous les ateliers qu'on a pu aussi évoquer aujourd'hui. Je ne reviens pas dessus, mais avec beaucoup d'ateliers d'appropriation, d'adaptation des pratiques pédagogiques, etc., etc. Voilà. Ça vous donne un peu une vision un peu de diverses actions. Je vais faire un petit focus rapidement sur les principaux bénéfices, très rapidement. Il y en a d'autres, potentiels évidemment. Des phases études à livraison, déjà, on peut embarquer les parties prenantes avec une méthode rigoureuse. Les divers dispositifs qui ont été présentés aujourd'hui et les dispositifs d'AMU plus spécifiquement sont là pour vous apporter de la méthode. Ce sont des experts qui ont cette méthode pour pouvoir discuter et embarquer toutes les parties prenantes, dont les enseignants qui par moment, j'entends des fois des collectivités qui disent oui, mais les enseignants, c'est plus difficile de travailler avec eux. Eh ben, embarquons les enseignants. Embarquons ceux aussi qui sont aussi un peu mécontents. Il y a certaines personnes qui sont protestataires dans un projet. On les embarque et au contraire, en les impliquant, on voit souvent des personnes comme ça qui deviennent en fait ambassadrices finalement de la démarche à terme. Donc, c'est vraiment de la méthode pour vous accompagner là-dessus. On peut faire aussi, on a vu des économies avec peu d'investissement. Ça a été dit auparavant. On exploite aussi la performance qui a été calculée. Il y a une performance qui est calculée et on observe des fois une différence entre la performance calculée et la performance obtenue. Et l'AMU, parmi d'autres démarches, sont là aussi pour se rapprocher, performance obtenue et performance calculée. Et donc, légitimer l'investissement qui a été fait. En phase d'exploitation, on voit une exploitation qui est plus apaisée, un peu plus efficace, avec des acteurs qui sont plus alertes, des usagers qui sont plus alertes, qui sont plus impliqués. On voit bien sûr la qualité d'usage, ça a été bien dit aujourd'hui. On voit aussi des bons gestes qui sont plus facilités, qui sont plus ancrés aussi, des gestes sobres et vertueux. On n'a pas forcément de calcul et de preuves de cela, mais on a beaucoup de retours d'expérience qui disent que les coûts d'exploitation sont maîtrisés. Ça permet en tout cas de contribuer à la maîtrise des coûts d'exploitation. Et tous ces types de démarches peuvent faciliter aussi l'obtention de d'autres subventions à travers un projet qui est démonstrateur. Voilà. Et ce qui est très important aussi de préciser, c'est que ces démarches-là peuvent en fait donner l'impression que ça a un coût à court terme, mais quels sont les avantages? Et les avantages, on peut les voir à court terme, mais aussi on les voit surtout aussi à long terme, sur la durée de vie du bâtiment. Et donc, c'est une vision en coût global qui se met en place avec vraiment un investissement sur le coût de fonctionnement et le coût d'exploitation. Et je en profite aussi pour finir en disant que ces démarches, de ce qu'on a pu observer aussi, mettre en avant aussi le rôle et l'utilité d'avoir un tiers facilitateur ou une tiers facilitatrice, évidemment. Donc, cette personne externe qui vient aussi s'occuper de cette démarche, un peu comme le disait Emmanuel aussi dans le projet Cube École, où en fait, c'est une personne externe qui vient s'occuper de ça. Et ça permet aussi de dénouer des petits blocages et d'aller plus loin aussi dans la démarche. Voilà.
Et pour finir, voilà, je vais passer la main maintenant à Marion, très rapidement, qui est de la communauté de communes, donc DGS de la communauté de communes du Pays du Zerche, et avec une mission d'AMU qui a été réalisée par notre groupement, qui a commencé à un moment de la sélection du maître d'œuvre. Donc il y a une reprise du programme suite à des ateliers qui ont été menés et qui va normalement courir jusqu'à la livraison plus 6 mois. Et je passe la main à Marion Lavaux pour la suite. Merci. Merci Dorian, merci. En effet, donc je suis la directrice de la communauté de communes du Pays du Zerche, donc une petite communauté de communes de un petit peu moins de 11 000 habitants sur 12 communes, sur un territoire très rural qui est situé donc au nord de la Corrèze, dans le nord-est de la Nouvelle-Aquitaine, donc exactement à peu près entre Limoges et Brive. Voilà, si certains d'entre vous connaissent l'ex-Limousin. Nous avons les compétences classiques d'une communauté de communes, mais nous avons aussi en particulier beaucoup de compétences sociales qui sont exercées par notre centre intercommunal d'action sociale. Et nous exploitons surtout, donc en ce qui nous intéresse aujourd'hui, un bâtiment que nous appelons la Maison de l'Enfance, que vous voyez donc en photo sur la diapo, et qui accueille, alors ce n'est pas une école, c'est une particularité par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, mais qui accueille à la fois la crèche donc, de la communauté de communes, donc une crèche de 22 places, et un de nos centres de loisirs, voilà, accueillis dans ce même bâtiment que nous appelons la Maison de l'Enfance. Alors c'est un bâtiment sur lequel nous envisageons des travaux depuis 2-3 ans en particulier parce que nous avons plusieurs problématiques. C'est un bâtiment qui a été achevé en 2008 et qui présente à la fois des problèmes structurels sur la toiture et aussi un inconfort estival extrêmement important avec de très fortes chaleurs en été, avec des températures dans les pièces qui peuvent parfois excéder les 30 degrés, alors, notamment sur la partie crèche, où ça peut être extrêmement problématique. Donc, nous avons proposé à nos élus de nous inscrire dans la démarche d'AMU, d'assistance à maîtrise d'usage. Pourquoi ? Parce que ça nous a été présenté par la Banque des territoires, puisque la commune du Zerche, qui est notre ville-centre, est une petite ville de demain. Donc, c'est à ce titre-là que nous avons eu une présentation d'EduRénov par notre correspondant régional de la Banque des territoires. Et moi, il m'a semblé intéressant de proposer aux élus de s'inscrire dans cette démarche, notamment, alors au départ, parce que nous avions des divergences de points de vue sur les besoins de rénovation avec les équipes qui travaillent dans ce bâtiment, donc entre l'équipe de direction et les professionnels. Nous n'étions pas d'accord sur les techniques à mettre en œuvre, notamment sur le rafraîchissement. Les équipes réclamaient à corps et à cri de la climatisation. Nous, en équipe de direction, par rapport aux normes applicables en crèche notamment, par rapport au coût de l'énergie, etc., nous n'étions pas forcément pour cette solution. Donc voilà, on avait des divergences qu'en interne, on ne savait pas régler ni au niveau technique, ni au niveau social, si j'ose dire, malgré la présence et le recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, nous étions déjà en phase de rédaction du pré-programme quand nous avons intégré cette démarche d'AMU. Ce qui nous a permis de recaler le pré-programme. Si vous voulez, Maxime, passer peut-être à la diapo suivante. Voilà, par rapport à ce qui a été fait du diagnostic avec les usagers sur le bâtiment, donc ce que vous voyez schématiquement à l'écran, en fait, la capitainerie qui nous accompagne dans cette assistance à maîtrise d'usage a pu travailler avec les utilisateurs, donc que ce soit les enfants, alors pas forcément les tout petits bébés, mais plus particulièrement les enfants du centre de loisirs et bien sûr les animateurs et les professionnels de la crèche. Et on a identifié un certain nombre de problématiques. Alors bien sûr des choses qu'on connaissait déjà, comme l'inconfort en été, mais aussi des choses beaucoup plus précises, très basiquement, une porte qui ne ferme pas bien, une porte qu'on doit laisser ouverte en été parce que les enfants entrent et sortent et du coup, on aggrave encore l'inconfort estival. Voilà, donc vous voyez représenter un peu schématiquement sur ce plan les principaux retours du diagnostic usager qui nous ont permis d'affiner le pré-programme
Et aujourd'hui, donc, nous sommes en phase pro de rédaction des dossiers de consultation des entreprises en ayant intégré un certain nombre donc, de problématiques qui sont remontées via ce diagnostic usager. Alors, bien sûr, nous avons fait quelques arbitrages. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui sont souhaitées par les équipes et qui ne sont pas possibles, au regard, par exemple, des assurances, sur la modification, je pense, des ouvertures, pour la ventilation nocturne. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été arbitrées et qui ont été évacuées avant la phase pro. Mais c'est vrai que cet accompagnement nous a vraiment permis de faire vraiment le point de ne rien oublier en phase de travaux, même des choses qui paraissent anodines, mais par exemple sur la nécessité de créer des rangements supplémentaires, de modifier des éclairages, voilà, des choses qu'on va profiter pour le faire en même temps que cette grosse rénovation globale. Ce qui est intéressant aussi, c'est, voilà, ici on a un petit peu le détail des constats remontés des équipes de professionnels et des enfants qui sont listés. Donc, ce qui nous a permis de voir qu'on n'avait rien oublié, de rajouter les choses qu'on avait pu oublier, de faire comprendre aussi aux élus qu'il y avait vraiment des problématiques particulières sur certains aspects et qu'il fallait ne pas passer à côté et vraiment les traiter et les intégrer dans le programme de travaux. On a aussi un travail particulier, c'est la diapo suivante, sur l'extérieur, puisque notre assistant à maîtrise d'ouvrage était missionné pour travailler sur le bâtiment, mais pas sur l'extérieur. Et là, on avait vraiment besoin d'un accompagnement pour savoir comment les équipes utilisaient l'extérieur, ce que les enfants attendaient aussi de cet espace extérieur qui participe aussi à l'inconfort en été, puisque c'est une petite cour, pas très grande, mais une cour entièrement bitumée, donc qui amène un petit peu plus de chaleur. Donc, on voit ici le travail qui a été mené par la capitainerie avec les équipes et avec les enfants. Donc, qui préconise un certain nombre d'aménagements, que ce soit du mobilier avec des jeux supplémentaires, on a par exemple un talus bâché qui borde la cour aujourd'hui, donc de pouvoir revégétaliser ce talus, y installer des structures d'escalade par exemple, voilà, enherber une partie de la cour, désimperméabiliser aussi une partie de la cour et recréer des plantations, notamment sur la pergola qui est existante sur le bâtiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est accompagné pendant toute la phase de chantier. Et sur un bâtiment qui accueille la crèche, qu'on ne va pas pouvoir déménager, on va devoir travailler en site occupé. Et ça, c'est vraiment un accompagnement qui est très important pour nous, pour pouvoir partager avec les parents, dédramatiser des situations, expliquer. Voilà, c'est un accompagnement qui est vraiment essentiel pour nous. On ne sait pas trop faire parfois. Et le fait, ça a été déjà dit par les intervenants précédents, mais le fait d'avoir un tiers qui intervient dans ce processus, je pense que ce soit pour les équipes comme pour les élus, je pense que c'est assez important. Et pour finir, très rapidement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sera accompagné, Dorian l'a dit, jusqu'à la fin des travaux et 6 mois après les travaux, justement, pour la rédaction d'un guide des usagers pour que les équipes puissent s'approprier le nouveau fonctionnement du bâtiment, alors en termes de gestion des énergies, mais pas que, voilà, aussi sur les espaces extérieurs qui vont être créés. Et ça, on compte beaucoup aussi sur cette phase à venir, donc qui s'étalera sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Retour d'expérience très riche. On est ravis de vous accompagner sur cette mission. Et puis merci beaucoup de finir sur un cas réel. C'est bien pour compléter les présentations qui ont été réalisées d'accompagnement. Voilà le retour d'expérience réel. Donc merci beaucoup. Alors on passe à la phase questions-réponses. On a pris un peu de retard, donc voilà, on finit quand même à l'heure sur les présentations, mais on prend un peu de retard pour les questions-réponses. Donc on prend le temps maintenant de répondre. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je propose aux intervenants peut-être de répondre dans le chat directement à certaines questions simples, mais sinon, pour rajouter un peu de convivialité, je vais vous proposer de poser vos questions directement. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main sur la petite main levée en haut au milieu de la fenêtre du webinaire pour pouvoir
prendre la parole et poser la question directement aux intervenants et on vous répondra au fur et à mesure. Et sinon, les questions qui sont dans le chat, on essaie d'y répondre par écrit. Alors, si quelqu'un veut poser une question, il n'y a pas de main levée pour l'instant, donc n'hésitez pas à lever votre main. Non, pas pour l'instant. Si quelqu'un veut prendre la main... Ah si, Géraldine A, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Nous voulons rénover en fait des crèches et on se posait la question des parents en fait en tant que de savoir si on intégrait les parents dans la concertation ou pas. Parce que ça peut poser des problèmes. Ces parents, en fait, le temps que le projet se fasse, ils seront déjà plus là, en fait. Alors moi je veux bien peut-être commencer à répondre et je vais peut-être laisser Dorian et mes collègues aussi répondre. C'est la difficulté de ces établissements-là, hein, de ces bâtiments-là. Pour l'école, c'est pareil, hein, les enfants, ils ne sont pas censés rester une vie dans l'école. Donc ça, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que les bénéficiaires, eh ben, ils sont changeants, c'est mouvant, ne sont pas forcément les mêmes. Donc là-dessus, on n'a pas de solution miracle, hein, mais on considère que malgré tout, c'est important pour un bon fonctionnement de l'établissement d'interroger tous les occupants. Et quand on dit tous les occupants, les parents ont toute leur place puisqu'ils sont aussi utilisateurs, alors peut-être par procuration indirectement, mais ils sont quand même utilisateurs des bâtiments. Alors on voit surtout l'impact souvent négatif. Et pardon, hein, bon, je suis parent moi-même, donc ça va, je peux le dire, mais des parents qui sont jamais contents parce que les cours d'école, l'herbe, la terre, c'est sale. Donc non, on préfère quelque chose de bien propre et d'un peu, je grossis le trait, mais on l'entend quand même, quoi. On préfère des surfaces qui vont pas salir ni les chaussures ni les vêtements des enfants. Malgré tout, ça vaut le coup de les intégrer justement, peut-être plus cela dans la démarche pour expliquer, pour se comprendre, pour aussi sortir du je sais ce qui est bon pour toi, enfin ou pour vous. C'est vraiment ça l'usage aussi, hein. L'usage, c'est intégrer que ça vaut le coup de prendre le temps de se confronter à ces difficultés-là. Pour pouvoir ensuite mieux mener le projet de rénovation, pour pouvoir ensuite mieux vivre le bâtiment. Personne ne pourra dire j'étais pas au courant, on a fait ça dans mon dos, etc. Et la solution, c'est pas de demander l'avis, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas non plus d'intégrer tous les parents, mais il y a souvent 2, 3, 4 peut-être bonnes volontés qui, sont là, sont présents pour participer à la démarche et qui, 2, peuvent avoir de très bonnes idées. Et puis intégrer des parents, ça peut aussi montrer aux autres que voilà, c'est possible. Vous voyez, il y a des personnes qui sont dans le projet, qui sont positifs et faire ensemble, eh ben, c'est toujours plus enrichissant et toujours plus, ça consolide un projet, ça le rend plus robuste, quoi. Enfin, je suis assez convaincue, donc forcément. Peut-être une autre réaction, on passera à une deuxième question. Dorian, Oui. vous vouliez réagir, oui. Oui, juste pour préciser aussi, ça m'est arrivé aussi en accompagnant un collège que ce genre de situation se présente. Mais en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsque des espaces, des équipements ou des espaces ont été co-construits ou avec des usagers, même si c'est pas les mêmes usagers, en fait, et qu'il y a un suivi, il y a un historique qui est fait, un récit qui a été produit autour de cette démarche-là, les futurs usagers abordent assez différemment les choix qui ont été faits. Alors que par rapport à une situation où c'est en dire uniquement des experts qui ont mis en place des choses, alors que si c'est un usager, il y a une forme de compréhension, même si des fois c'est pas toujours adapté. J'ai eu une professeure qui m'a dit oui, moi des chaises en musique, des chaises roulantes dans le collège, c'est pas possible. Et quand je lui ai expliqué que ça venait d'un autre enseignant de musique qui a trouvé ça chouette de mettre des chaises roulantes, et ben la personne a dit ah d'accord, bon bah peut-être que je vais peut-être enlever les roulettes et les donner. Ah non, et un autre enseignant a dit moi je veux bien les chaises roulantes. Et il y a qu'autre chose qui s'est créé qui a fait que on est passé d'une protestation à ah je comprends, d'accord, c'était un choix qui a été fait avant par un autre de mes collègues. Et il y a une forme d'acceptation différente. Voilà.
Merci beaucoup. Il y a une main levée de Yves. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser votre question? Alors, Yves, vous avez activé votre micro, mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Yves. Sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat. On pourra y répondre par écrit. Quelqu'un d'autre voudrait poser une question, une question à l'oral aussi? Il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant. Ah si, Karine, pardon. Karine Leborgne. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant le Cube École. Vous avez brièvement parlé de 950 € par école. Est-ce que c'est le seul coût pour une commune? Ou, voilà, quelles sont les conditions pour en bénéficier et qu'est-ce que ça peut coûter pour les 2 ans d'accompagnement? Alors, le programme Cube École, pour se lancer dans le programme, il y a un minimum de 6 écoles, 6 groupes scolaires, 6 écoles. Ça peut être les équipes du périscolaire, donc 6 bâtiments qui ont un compteur, on va dire des compteurs isolés, parce que l'objectif, c'est de suivre les consommations d'énergie, donc 6 écoles ou 6 groupes scolaires. Si la commune est trop petite pour avoir 6 écoles, parce qu'on n'a pas toujours 6 écoles sur une commune, on peut se regrouper avec les communes aux alentours. Donc, ça peut être une communauté de communes, ça peut être un EPCI. Donc, il y a toutes les formes un peu de regroupement qui sont permises. Donc, c'est 6 bâtiments. Et donc, c'est 950 € hors taxe par établissement. Donc, c'est un reste à charge parce que le coût du programme, normalement, c'est 7 500 € hors taxe par bâtiment, mais c'est financé par les C2E. Donc, effectivement, la commune, si elle a une école, ne finance que le reste à charge de 950 € hors taxe par école. Et c'est le seul frais qu'il y a, et c'est pour les 2 ans de programme, donc la première année de concours et la deuxième année où on continue à suivre les consommations. Donc, c'est les D'accord. 950 €, voilà, sachant qu'il faut être au moins 6 écoles. Mais vous pouvez vous grouper si vous n'avez pas les 6 écoles de la collectivité avec les collectivités autour. Et du coup, il y a un dossier Non, qui... il n'y a pas de... Tout le monde les- peut bénéficier. toutes Dès lors les, que tous ceux ouais. qui le sollicitent peuvent y prétendre. Toutes les Il n'y écoles a pas qui de le souhaitent. sélection. Il n'y a pas de sélection. Donc, en fait, c'est toutes les écoles qui le souhaitent, tant qu'elles sont au moins 6, parce que vous pouvez être beaucoup plus, il y a des communes où il y en a plus, peuvent participer et il n'y a pas de prérequis. Il y a quand même un bémol qui n'empêche pas du tout de participer au programme, et ce sont les travaux. C'est-à-dire que c'est un programme de sobriété énergétique. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on arrive à faire des économies d'énergie grâce à la sobriété, donc hors travaux. Pour calculer vos économies d'énergie, on va vous demander 2 ans d'historique de vos consommations pour voir un peu comment le bâtiment se comporte et pour projeter dans le futur comment vous allez consommer indépendamment du programme. Si vous avez des travaux qui ont été faits dans le passé ou si vous projetez des travaux, peut-être que les économies d'énergie que vous allez faire dans le futur, sur l'année de concours par exemple, vont être liées aux travaux et pas aux éco-gestes et pas aux optimisations en fait de réglage. Donc en fait, on ne va pas pouvoir faire la différence entre les économies d'énergie que vous avez réalisées, elles sont liées soit aux travaux, soit à la sobriété. Donc, la seule chose que ça change, c'est que vous ne pourrez pas participer au podium définitif d'économie d'énergie générée par de la sobriété. L'accompagnement, par contre, sera le même. Et en fonction des années, s'il y a beaucoup d'écoles qui se sont lancées dans des travaux et dont on n'arrive pas à faire le distinguo, les économies d'énergie viennent soit des travaux, soit de la sobriété, on met en place des podiums où on peut dire ces écoles ont fait des économies, parce que ce soit par travaux ou pas, l'objectif c'est d'en faire, mais c'est juste que nous on met en valeur les économies de la sobriété, donc on peut mettre en place d'autres podiums. Donc pour résumer, vous pouvez participer dans tous les cas, c'est juste qu'il y a des dimensions, notamment le podium des économies d'énergie générées par la sobriété, vous ne pourrez pas être dedans parce que vos économies sont générées par d'autres choses. Ok. Mais sinon, vous avez le même accompagnement sur le terrain L'intérêt, avec c'est le le CEREMA. résultat. Hein. Pardon? L'intérêt, c'est le résultat. Oui, voilà. Enfin, après, et puis il y a des communes aussi qui font plutôt le programme Cube École pour avoir l'accompagnement pédagogique parce qu'ils ont déjà pas mal de démarches aussi sur la sobriété énergétique d'un point de vue technique. Comme on a un programme qui allie les deux, au final, il renforce un peu l'accompagnement technique sur la sobriété, l'utilisation des bâtiments et surtout, il mise sur la pédagogie. Donc, vous pouvez adapter le programme à votre besoin. C'est un programme qui est très flexible, qui a une présentation standard, mais qui s'adapte en fonction des classes, en fonction des collectivités. Donc, il faut, au pire, ça va être une question, renseignez-vous. Enfin, on pourra en rediscuter parce que ça s'adapte à toutes les configurations. Merci.
Non. Merci beaucoup. Il y a encore 2 mains levées. Je vous propose qu'on prenne encore ces 2 questions et avant de conclure, j'ai moi 2 petites informations d'actualité à passer à la fin du webinaire. On finira avec un petit quart d'heure de retard. Il y a Marie Jean Monguin qui a la main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. merci. C'est juste un petit complément qui peut aussi vous intéresser. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi un programme qui travaille notamment avec des agences d'ingénierie, des ALEC, des syndicats d'énergie, avec notamment un volet sur l'AMU dans les projets de rénovation pour les petites communes rurales. Et dans ce cadre, le syndicat des énergies de la Haute-Savoie a travaillé notamment avec le réseau AMU France et puis avec Dorian autour de la table, a rédigé un cahier des charges pour des missions d'AMU qui ne demandent qu'à être testé. Donc, cahier des charges pour des missions d'AMU dans les projets de rénovation, hein, c'est pas sur, enfin, c'est un peu différent du coup de juste en exploitation. Mais je vais mettre mon contact dans le chat. Et voilà, si vous êtes intéressé pour récupérer un modèle de cahier des charges, on est totalement partageur. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Mani Charifi, vous avez également la main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, nous sommes le service construction publique ville de Noisy-le-Grand, région parisienne. Effectivement, la démarche maîtrise d'usage, quelque chose qu'on intègre auprès de nos ingénieurs les services pour les rénovations d'écoles, équipements publics. Et la question que je voulais soulever, c'était, il s'agit de quand il y a plusieurs demandes qui ne sont pas forcément compatibles, soit à la fois avec les demandes qui sont formulées dans le même cas d'usage, ou soit pas compatibles avec les objectifs budgétaires ou aussi configuration bâtiment. Quand vous avez cité, il y a un arbitrage à faire. La question d'arbitrage, ça suppose à la fois arbitrage en présence maîtrise d'usage ou le prêt des décideurs, ou bien un encadrage qui permet qui déjà l'usager répond dans un cadre qui permet de renforcer programmation qu'au-dérivé de programmation. Peut-être j'ouvre plusieurs sujets, mais ma question, est-ce qu'il y a une démarche pour encadrer les avis d'usagers pour rester dans l'objectif programmation d'une opération? Ok, merci pour votre question. Et donc, je comprends que ouais, vous avez besoin vous voulez ouvrir les questions, mais pas non plus trop. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir c'est vrai qu'il y a, ça répond aussi. Parfois, il y a une crainte, c'est on ouvre la concertation, mais est-ce que du coup, on va pas ouvrir une boîte de Pandore où tout le monde va demander des choses irréalistes? Comment est-ce qu'on fait pour du coup ouvrir le questionnement, mais en mettant quand même des limites logiques avec les moyens qu'on a à sa disposition. Très bonne question. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre complètement, mais est-ce que quelqu'un veut essayer? En tout cas, je peux dire que pour nous, c'est assez facile parce que finalement, on ramène toujours sur des histoires d'usage pédagogique. Donc, on ramène très vite, en disant, attention, voilà, nous, on reste dans ce cadre-là. Et derrière, il y aura un travail avec les architectes, avec tous les professionnels. Et même à notre petite échelle, on peut très vite tomber sur la liste du Père Noël, comme disait Dorian. Voilà. Et en fait, finalement, ce n'est pas une difficulté à partir du moment où on ne se quitte pas en laissant l'impression que ça va être possible. Il faut pouvoir très vite dire non, on atteint la limite de l'exercice. Soit là, techniquement, c'est vraiment pas réalisable, soit financièrement, vous imaginez bien qu'on est dans des coûts qui ne sont pas acceptables et personne ne vous suivra là-dessus. Soit la législation ne le permet pas, donc on oublie aussi. Donc sur l'ensemble des idées qu'il y a sur la table à la fin du travail d'intelligence collective, on n'a jamais rencontré de difficulté pour dire non, mais tout ça, ça et ça va pas être possible. Ce qui est difficile, c'est quand on n'explique pas pourquoi c'est pas possible. Voilà. Là, on rencontre une difficulté. Mais cadrer à l'issue d'un travail d'intelligence collective, même sur plusieurs temps, c'est finalement assez facile. On parle bien d'intelligence collective. Et donc, on a en face de l'intelligence qui est capable aussi de comprendre qu'on dit non et que ça ne sera pas possible. Et on peut même faire intervenir les décideurs, hein, les élus, etc., en disant, ben voilà, il y a cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez, vous prenez ou pas? Et si tout de suite on dit non,
en expliquant pourquoi on dit non. Bon, je ne dis pas que ça passe à chaque fois, mais c'est quand même assez facile finalement. Oui, Merci. si je peux compléter, je dirais que c'est vraiment le métier de la facilitation qui est là en cause entre ne pas bloquer on va dire, les propositions et l'imaginaire et la créativité, le rêve, on va dire, des usagers, l'expression même, tout simplement, l'expression de leurs besoins, de leurs attentes, et le côté très pratico-pratique qui sont les contraintes techniques, réglementaires et économiques. Et en fait, c'est un jeu, comme dit Pascal, entre ces deux-là, et il y a toutes des méthodes qui permettent en fait de ne pas bloquer l'un tout en posant des limites. Et comme dit Pascal, on peut aussi travailler avec les maîtres d'ouvrage à mettre en place des séquences d'arbitrage et toujours justifier les arbitrages. C'est très important, comme il vient de le dire, pour pouvoir faire une restitution après aux usagers et qu'ils comprennent pourquoi une proposition n'a pas été choisie, n'a pas été retenue, pourquoi l'autre a été retenue. En général, comme dit Pascal, c'est assez bien accueilli. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que c'est un bon mot de la fin pour la présentation. Enfin, partager à la fois du coup les contraintes aussi du décideur dans la réflexion, ça permet de mettre les choses à plat et de peut-être d'éviter des oppositions frontales qui seraient mal comprises. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors j'ai encore 3 diapos à vous montrer juste voilà pour conclure un petit peu. J'ai mis un chat, enfin un questionnaire dans le chat. Donc, de quoi avez-vous besoin maintenant pour concrétiser votre projet? Donc, il y a beaucoup d'études, d'accompagnement, mais aussi de financement. Donc, le financement très important. Pour information, donc nous on fait d'autres webinaires aussi. Donc aujourd'hui on est donc on a une programmation de webinaire. Aujourd'hui on est le 25 avril sur la partie maîtrise d'usage, mais le prochain qui aura lieu le 16 mai concerne le financement de ma rénovation, notamment lean tracking, donc un dispositif de financement un peu court terme pour financer des travaux plutôt sur les systèmes ou certains dispositifs voilà, des rénovations plutôt efficaces. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire du 16 mai. Il y en aura un autre aussi le 6 juillet concernant l'accueil des nouveaux dans le programme, donc uniquement pour ceux qui sont inscrits dans le programme EduRénov. On relancera des webinaires en septembre et on en aura un notamment sur les cours d'école. Donc, ce sera aussi en lien avec l'assistance à maîtrise d'usage. On fera intervenir un CAUE. Donc, on n'a pas parlé des CAUE aujourd'hui, mais c'est aussi des acteurs souvent clés sur les territoires pour vous accompagner dans la réflexion, pour impliquer les utilisateurs. Beaucoup de CAUE sont impliqués sur ces sujets. Autre actualité sur EduRénov, on a actuellement deux événements en cours. On a lancé les prix de la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, si vous avez rénové un bâtiment récemment ou s'il va être bientôt terminé, vous pouvez candidater. On va voilà, mettre en lumière des exemples de rénovation de bâtiments scolaires et il y aura voilà, une valorisation de ces projets. Donc, n'hésitez pas à candidater. Il y a le lien ici. On peut aussi vous le mettre dans le chat. Et on a un autre élément, c'est qu'on a lancé un baromètre. Donc, on vous pose la question de quels sont, selon vous, les enjeux, les difficultés, les attentes des collectivités pour massifier la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez partager des éléments, vous pouvez répondre à ce baromètre. Il y en a pour une dizaine de minutes, mais ça permet d'avoir un retour vraiment terrain des collectivités. C'est à quoi vous êtes confrontés et de quoi vous avez besoin pour concrétiser des projets. Donc, merci par avance si vous souhaitez partager des éléments avec nous. Dernier point, c'est qu'on a un questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Si vous voulez également y répondre pour nous dire ce qui s'est bien passé, ce que vous avez appris, ce que vous avez bien aimé, ce que vous aurez souhaité en plus, n'hésitez pas à répondre. Il y en a pour 2 minutes. Et voilà. Et pour finir, donc si vous êtes déjà inscrit dans le programme EduRénov, vous pouvez bénéficier de tous les accompagnements, notamment des études d'ingénierie, d'AMU ou d'autres types d'études. Si vous voulez bénéficier de ces études, vous pouvez du coup rejoindre le programme EduRénov. Pour ça, c'est très simple. Il faut juste respecter les 2 conditions. Il faut avoir un bâtiment scolaire ou éducatif, viser à minimum 40% d'économie d'énergie et remplir un formulaire en ligne qu'on vous met, qui est disponible ici. Vous pouvez du coup scanner ce QR code ou aller sur le lien qu'on va vous mettre aussi dans le chat. Donc, pour pouvoir rejoindre le programme, le formulaire dure à peu près 10 minutes. C'est gratuit, c'est pas engageant pour vous, mais nous, ça nous permet de vous connaître, de connaître les projets et puis de pouvoir voilà, savoir où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, de vous apporter des accompagnements spécifiques, dont des études d'ingénierie pour faciliter le passage à l'acte, passage à l'action des rénovations de bâtiments scolaires.
On a été un peu plus long que prévu, désolé pour ce dérapage, mais les présentations étaient riches, très intéressantes. Donc, merci beaucoup à nos intervenants. Un chaleureux, voilà, un grand merci parce que c'était vraiment une présentation, je pense, riche et complémentaire entre des présentations plus institutionnelles et très pratiques avec un retour d'expérience, voilà, très concret d'une communauté de communes qui a été accompagnée. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, enfin une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci.